Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Vous avez à côté de moi ici le docteur Mario Beauregard qui est un collaborateur de longue date. Bonjour Mario, bienvenue à Visionnaire. Bonjour France, merci de m'accueillir de Écoute, nouveau. ouais, c'est ça, j'allais dire. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans l'autre émission qui s'appelait Maître à bord. Dans le temps de la pandémie, on avait plein de choses à se conter à ce moment-là, mais on a beaucoup parlé de ton parcours personnel qui est fascinant. Et si les gens veulent revoir cette entrevue-là, je remettrai le lien parce que c'est dans cette entrevue-là que tu m'as raconté, entre autres, avoir vécu une expérience de mort imminente quand tu étais jeune, qui a ouvert ton champ de conscience et qui a fait en sorte que tu voulais devenir un savant pour expliquer l'univers. Ce que tu es devenu, un PhD, un docteur en neurosciences. Et là, tu arrives avec un nouveau livre qui s'intitule « Le néant, les ténèbres et la lumière ». C'est aux éditions Ariane. Et c'est de la fiction, mais c'est aussi fortement inspiré de ton expérience. Et je dirais que là, l'ego en prend un coup de l'être humain. Alors, raconte-nous qu'est-ce qu'il y a. En fait, c'est l'histoire d'un scientifique, hein? Un scientifique alpiniste qui vit une expérience hors corps et qui réalise que tout ce qu'il avait cru qui était vrai et qu'il possédait la vérité, finalement, à partir de la science, eh bien, ça éclatait en mille miettes et c'est pas ça du tout la réalité. D'où est venue cette inspiration-là, Mario? J'appelle ça mon grand moi, de mon grand moi, qui m'a mis une pression pendant quelques années. J'ai résisté parce que, au fond, il y a beaucoup d'éléments qui sont autobiographiques là-dedans. Parce que l'expérience de mort imminente dont on a parlé, là, quand j'avais été très malade au début de la vingtaine, il y a eu plusieurs phases dans l'expérience, mais il y a eu des phases moins intéressantes où, parce que j'étais dans un état mental assez négatif, assez désespéré, au point de commencer à avoir des idées suicidaires. Donc, je me suis retrouvé dans un plan d'existence, pour vrai, là. Pas juste dans le roman. Un plan d'existence où c'était très, très sombre, très, très gris, puis tout ça. Puis, il y avait un être de lumière qui me guidait à travers tout ça. Puis, là, il me montrait que c'est à cause de... C'est pas une punition d'aboutir dans des plans d'existence comme ça pour une certaine période de temps, mais c'est la réflexion, ce qui se passe au niveau de notre activité mentale, nos pensées, notre désespoir, puis tout ça qui est reflété dans ces mondes-là. Et là, bien, on me demandait, dans le fond, c'est veux-tu aboutir là, dans ce plan-là, alors que tu n'as pas du tout rempli la grande majorité de ton plan de vie, ton mandat de vie. C'est ça, j'ai vécu ça. Et c'est très sombre. Et là, tu décris comme si, dans le fond, il revivait soit des anciennes vies, soit un accès, je ne veux pas donner les punchs là, mais une espèce d'accès à la conscience collective. Et ça le transforme, évidemment, ce scientifique-là. Et c'est ça qui s'est passé pour toi aussi, là. Il s'est passé des grandes transformations. Puis quand tu es arrivé pour devenir un scientifique pur et dur, ben la conscience, ton champ de conscience était déjà élargi, puis ça ne pouvait plus marcher, là. Exactement. Puis c'est pour ça que j'ai eu tellement de difficultés dans le milieu académique. Parce que j'ai faculté de médecine longtemps, 17 ans à l'Université de Montréal, puis on voulait que je fasse... je travaillais avec l'industrie pharmaceutique, par exemple, des contrats avec Pfizer, vous voyez. Je ne voulais pas. Puis on me disait, tu as été formé en neuropharmacologie, tu es un expert dans ce domaine-là. Pourquoi tu t'intéresses à toutes ces niaiseries-là qui n'existent pas? De toute façon, c'est... Fait qu'il pensait que mon directeur à l'époque, qui était un neurologue, m'a dit grosse tendance schizoïde, probablement. Puis il essayait de me donner des étiquettes, tu sais, puis il disait tu ne réussiras jamais à devenir un scientifique parce que tu n'adhères pas au dogme de base aussi, puis tout ça. Puis, mais c'était plus possible de. Je pouvais devenir un scientifique, mais pas un scientifique conventionnel, ça c'est certain. Et justement, là, tu déboulonnes un peu la théorie de Darwin dans ce livre-là. Je vais rappeler au public que tu as été aussi l'auteur du livre qui s'appelle « Du cerveau à Dieu, les pouvoirs de la conscience et un saut quantique de la conscience » pour lequel je t'ai reçu à la radio à l'époque. Moi, j'ai lu tous tes livres. Et avec d'autres scientifiques américains, vous avez parti aussi une espèce de mouvement de scientifiques post-matérialistes pour essayer de démontrer que la conscience
n'est pas sécrétée par le cerveau comme la bile est sécrétée par le foie, mais plutôt que ce serait une forme, dans le fond, d'accès non local à toute la connaissance de l'univers. En fait, oui. Puis nous, on est ça aussi. Mais à cause de nos systèmes sensoriels puis de nos capacités du cerveau qu'on a, on a l'impression d'être séparé de ça, puis d'être une entité différente de la source de tout ce qui est. Mais ça fait partie, à mon avis, ça fait partie d'un grand jeu cosmique. Ça. Une grande pièce de théâtre. Oui, qui dans le livre est appelé le grand théâtre de la vie. Exactement, ouais. La grande pièce de théâtre dans laquelle on joue tous, puis on se fait prendre au jeu pendant très, très, très longtemps, plusieurs vies, et c'est aussi l'impression qu'on a quand il y a accès à tout ce que les ténèbres au début, et ça me fait penser au film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams où il cherche sa femme qui s'est suicidée et qui est dans un espace très sombre, qui est imagé, bien sûr. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est exactement ça? On le saura pas tant qu'on va être vivant, probablement, à moins de devenir des grands maîtres. Mais il y a tout cet aspect-là qui t'a amené à faire des recherches aussi en neurosciences pour comprendre la conscience. Alors, dis-moi où est-ce qu'on en est rendu? Puis, il y a un atelier qui s'en vient aussi au mois de décembre sur la neuroplasticité. Oui. On en parlera après, mais où est-ce qu'on est rendu avec la conscience aujourd'hui, Mario? Qu'est-ce qu'on en comprend? Ben, ça dépend à qui tu parles. Si tu me parles à moi, je vais te dire qu'il y a une grande évolution qui s'est produite au cours des dernières décennies, puis que le milieu est en train de se transformer beaucoup, puis qu'on évolue. On est comme dans une transition entre deux grands paradigmes. L'ancienne vision matérialiste, qui a été dominante pendant des siècles, et un nouveau paradigme que nous autres, mes collègues et moi, on a appelé post-matérialiste. Mais post-matérialiste, c'est juste pour pour se mettre en retrait du matérialisme. Historique, oui. Mais ça ne rejette pas tout ce qui est matériel ou physique. On englobe quelque chose de beaucoup plus grand, finalement. Mais au fond, on rejoint ce que les grandes traditions spirituelles, les maîtres nous disent depuis des millénaires, en fait. Mais du point de vue scientifique, c'est ça la nouveauté. Et là, les changements sont importants parce qu'on voit des universités prestigieuses, conservatrices, tout ça qui organisent plein d'événements sur les capacités de la conscience. C'est devenu à la mode, tout ça, maintenant, puis à un point tel que c'est comme si finalement ça a toujours été comme ça. Puis on se demande pourquoi c'était pas comme ça avant. Ben oui, puis on a un beau commentaire ici là, de Philippe Brouillard, le fils de Gaétan Brouillard, qui était mon invité à Visionnaire il y a quelques semaines et qui dit ici le concept de la non-localité a gagné le prix Nobel, probablement, de science en 2022, avec Alain Aspect, concept très intéressant. Alors, tu valides ça et j'imagine que tu étais au courant. Oui, mais nous, maintenant, les chercheurs dans le domaine du cerveau, de la conscience, là, on a emprunté ce concept-là à la physique, mais là, on réfère à la non-localité au niveau de la conscience. Aspect, il travaillait au niveau de la non-localité qui lie les particules élémentaires et tout ça. Mais c'est en fait probablement le même phénomène qui est derrière tout ça à différents niveaux. C'est qu'on est tous interconnectés, on est tous un. Finalement, donc quand on parle d'un paradigme post-matérialiste, c'est ça que ça veut dire. On a réalisé qu'il n'y a pas de séparation entre le monde qu'on dit physique et le monde de la psyché, le monde mental. C'est deux types de manifestations qui sont complémentaires, mais qui sont interconnectés profondément parce qu'ils sont issus de la même source. On s'oriente de cette façon-là de plus en plus. Puis ça me fait plaisir de voir de plus en plus de monde qui utilise le terme post-matérialiste. Même des scientifiques dans mon domaine qui étaient purs et durs, qui juraient il y a 20 ans, 30 ans, que le cerveau produit, comme tu disais, la conscience, la pensée, comme le foie sécrète la bile. Là, ils reviennent sur leur position. C'est vraiment étonnant. Dans les dernières années, puis ils commencent à dire peut-être que finalement, la conscience, c'est quelque chose de fondamental qui est là, qu'on ne peut pas réduire. Puis là, ils essayent de voir comment on se connecte. Mais finalement, comment on se connecte à ça? Ça vit en nous. On inverse le vieux paradigme. Au lieu de dire que c'est la matière qui crée la pensée et tout ça, là, on dit
il y a une conscience avec un C majuscule où il y a un être, quelque chose, un phénomène à l'origine de tout. Et le monde mental et le monde physique. Ça origine de la même source. Donc, on inverse exactement la perspective. Puis là, on peut comprendre pourquoi notre conscience est capable d'influencer tellement notre cerveau, les neurotransmetteurs, l'activité électrique et tout ça. Puis c'est ça on appelle la neuroplasticité. Donc, c'est ça que je vais présenter là, dans le cadre d'une activité le 2 décembre à Montréal, qui est organisée par Cathy Tropiano. Ben oui, Cathy Tropiano, qui est aussi la fondatrice du Salon de l'éveil, que je salue par ailleurs. Alors, vous avez tous les détails au-dessus de la vidéo si ça vous intéresse, cet atelier-là d'une journée à Montréal. Mais la neuroplasticité, si moi je le comprends bien, c'est la capacité du cerveau finalement de se régénérer, de s'adapter et d'évoluer en plus, d'arriver dans cette nouvelle conscience-là par l'ouverture d'esprit. Quand on en parle comme ça, c'est comme si ça créait des nouveaux chemins neuronaux. Exact. C'est que le cerveau lui-même, il est assez neutre, en fait. Ça y prend, c'est comme si on veut, le hardware de l'ordinateur, ça y prend un logiciel, ça y prend quelque chose, des informations pour le diriger, le contrôler, l'opérer. Donc, on peut s'en servir justement pour... C'est ça, pour ça qu'on appelle ça, j'ai été un des premiers à proposer ça avec Jeffrey Schwartz, le psychiatre américain au début des années 2000. C'est une neuroplasticité qui peut être autodirigée. On a cette capacité-là de la contrôler. Elle se fait tout seule si on n'en prend pas charge, mais c'est un couteau à deux tranchants. Il y a de la neuroplasticité négative aussi. Les traumas psychologiques, par exemple, vont changer les neurones, vont détruire des neurones, vont changer les réseaux. Mais il y a la neuroplasticité autodirigée, mais évidemment, elle est dirigée vers tout ce qui est le positif. Donc, lorsqu'on médite, lorsqu'on prie, lorsqu'on fait de l'exercice physique, lorsqu'on mange bien, lorsqu'on jeûne, par exemple, de façon intermittente, on génère beaucoup de neuroplasticité positive dans le système nerveux. Et là, dis-nous à quoi ça sert finalement, parce que si on veut l'influencer de façon positive, donne-nous des exemples de ce que ça peut transformer dans une vie et que ça nous donne envie de l'essayer. Ce que ça peut... c'est très, très puissant. En fait, la neuroplasticité, elle s'exprime de façon fonctionnelle. Donc, on a plein de régions dans le cerveau qui ont différentes fonctions de l'activité. Et la neuroplasticité nous permet de changer cette activité-là. Donc, on peut augmenter, par exemple, l'activité dans une région pour des états émotionnels positifs, diminuer l'activité dans des régions qui sont associées plus à des états émotionnels négatifs, stimuler les régions qui sont impliquées au niveau de processus cognitifs, comme l'attention, certaines formes de mémoire, etc. On peut tellement faire ça que maintenant, on a une catégorie de population qu'on appelle des super seniors. Avant, on pensait qu'on était comme... c'était inéluctable qu'on était pour se décliner au niveau cognitif, puis que parce qu'il y a beaucoup de démence. Quand on se rend, par exemple, à 85 ans et plus, il y en a 1 sur 3 dans le monde occidental. Cognitive, là. Oui. Mais maintenant, on a réalisé qu'il y a des gens qui ne vivent pas ça du tout, puis on les appelle les super seniors. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne pensent pas comme les autres, d'abord. Ils restent très, très entraînés en termes de cognition. Donc, ils lisent, ils s'intéressent à des choses nouvelles, ils voyagent, etc. Et on a des scans là, qui montrent l'évolution des décennies après décennies. On voit la dégradation du cerveau dans la population, la moyenne de la population. Puis on regarde ces gens-là, puis ils ont des cerveaux comparables à des personnes qui ont 40, 50 ans. Et ça, c'est lié à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent. Ils ont des modes de vie positifs aussi, évidemment, mais tout ça pour montrer qu'on a une influence énorme à ce niveau-là. Donc, quand on parle du cerveau et de la conscience, on a 2 modes. On a un mode local, ça, c'est notre action au niveau de notre organisme. Le cerveau, il est connecté avec tous les grands systèmes physiologiques, système immunitaire, système cardiovasculaire, etc. Donc, on a une gigantesque autoroute de l'information dans le corps, 37 trillions de cellules. C'est tout interconnecté. Ça communique très facilement. Oui.
C'est fascinant. Ça, c'est l'action locale de la conscience. Mais on a l'action non locale qui n'est pas limitée au corps, mais qui s'exerce à l'extérieur des limites du corps aussi. Puis c'est pas limité en termes d'espace parce que il y a des études sur des phénomènes psy, par exemple des études de télépathie qui ont été faites. L'astronaute Edgar Mitchell a fait des tests avec la NASA à Houston, puis il était à des milliers de kilomètres dans l'espace. Ça fonctionnait tout aussi bien. Donc, le non local, c'est toute l'influence qu'on peut exercer sur les autres, mais aussi ce qu'on reçoit des autres en termes d'information, d'énergie subtile. Oui, et la beauté de notre époque, c'est que, en fait, toute la science quantique, la physique quantique commence à nous permettre de comprendre cette instantanéité-là de je vais voyager à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire je pense à toi, tu m'entends et tu m'appelles et tu me dis oui, justement, je pensais à toi. Ça, c'est des phénomènes qu'on vit à tous les jours depuis toujours, mais on ne s'était jamais arrêté à essayer de le comprendre scientifiquement. Et là, la physique quantique et tout le monde du quantique est en train de nous permettre d'accéder à ça parce que dans le quantique, il n'y a pas de temps. C'est tout simultané, ça se passe tout en même temps. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, c'est la même chose au niveau humain. C'est la même chose au niveau animal, végétal aussi. On est tous, tout est interconnecté au niveau végétal ou au niveau animal, mais tout est interconnecté à travers les règnes. L'humain, végétal, animal, les mondes subtils aussi, tout ça. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de représenter dans le livre, au fond, mais de manière romanesque, là, si on veut, sous forme d'un récit. Puis on se fait prendre toute la gang, puis je vous dis pas pourquoi on se fait prendre toute la gang, vous vous poserez les mêmes questions, puis vous écrirez à Mario si vous avez besoin de vos réponses, mais premièrement, c'est très bien écrit, c'est passionnant, on rentre là-dedans, puis on a le goût de le finir, c'est un petit livre, c'est pas long, et c'est mon genre de lecture de ce temps-là, parce que moi, j'embarque plus dans des bouquins de 500-600 pages, là. Alors, c'est merveilleux. Et en même temps, ben, ça nous amène à ouvrir notre champ de conscience puis à comprendre que oui, c'est romancé, mais ça vient d'expérience. Puis tu sais, toi puis moi, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ça aussi. Puis j'ai interviewé des centaines de personnes pour comprendre les expériences de mort imminente, entre autres. Et j'ai même rêvé d'en vivre une petite à ma façon. Mais bon, on choisit pas ça. Ceci dit, justement, la beauté de la patente, c'est qu'avec ce que tu viens de dire, on n'a pas besoin de vivre une expérience de mort imminente pour ouvrir notre champ de conscience et développer ces nouvelles connexions-là avec la connaissance universelle. Alors, explique-nous, quand tu vas donner ton atelier, par exemple, de quelle façon tu amènes les gens à transformer leur cerveau par la méditation, par l'intériorisation, par la visualisation, comment ça fonctionne? Par tout ça et beaucoup plus. Donc, finalement, ce que j'ai fait au niveau de cette formation-là, j'ai fait un recensement de la littérature scientifique dans le domaine de la neuroplasticité. J'ai fait ça le printemps de cette année. Donc, j'ai accès aux librairies, finalement, de publications scientifiques dans le domaine biomédical. J'ai tout regardé ce qui était nouveau et puis ce qui était le plus puissant aussi en termes de technique et tout ça. Donc, il y a toutes sortes de façons de le faire, finalement, la neuroplasticité ou toutes sortes de techniques qui nous permettent de... La méditation, c'en est une façon de changer le cerveau. Méditation, mais il y a aussi, là, on se rend compte, l'exercice physique. L'exercice physique, que ça soit aérobique ou que ça soit au niveau de la musculature, les étirements, c'est extrêmement puissant aussi pour générer... Ça c'est plus physique, finalement, mais aussi ce qu'on mange. Donc là, il y a des études qui nous montrent que à date, c'est le régime méditerranéen qui générerait le plus de neuroplasticité, qui serait le plus propice pour développer, donc pour faire apparaître de nouveaux neurones, des nouvelles connexions entre les neurones, qu'on appelle les connexions synaptiques, des nouveaux réseaux. Mais il y a plein de découvertes nouvelles, comme par exemple le jeûne intermittent, très puissant pour faire pousser de nouveaux neurones, faire de nouvelles connexions. Et il y a plusieurs adeptes de ça que j'ai reçus ici, notamment Jean-Yves Dionne, le pharmacien, Evelyne Bourdieu-Roy qui a écrit des livres là-dessus. Tu vas entendre Éric Simard qui est docteur en biologie parler de ça également. C'est devenu trendy, c'est la grosse tendance, le jeûne intermittent. Puis en vieillissant,
de toute façon, dans les ashrams et dans les endroits plus spirituels, ils ne mangent pas 3 repas par jour, ils mangent 2 repas par jour. Il faut qu'il y ait un certain temps entre chacun d'ailleurs et on commence à comprendre l'effet sur le corps. Oui, mais on peut aussi utiliser des techniques mentales, d'entraînement mental. Donc, comme on disait, des techniques comme la méditation. Si on s'entraîne, par exemple, au niveau, il y a plusieurs formes de méditation, mais si on entraîne l'attention, par exemple, on va créer beaucoup de neuroplasticité dans les régions du cerveau associées à l'attention. On peut le faire avec des exercices qu'on appelle mnémotechniques. Donc, c'est très bon au niveau de la mémoire, par exemple. On peut... le sommeil, ça, on se rend compte, c'est un autre paramètre important. Donc, il faut absolument être capable de dormir suffisamment et suffisamment profondément, puis assez longtemps, pour entretenir notre neuroplasticité aussi. Ça, c'est hyper important. Une découverte importante aussi qu'on a faite, c'est les psychédéliques. C'est tout récent, parce que dans différents pays, c'est une renaissance au niveau de la recherche sur les psychédéliques. On avait arrêté ça au début des années 70 sous Nixon aux États-Unis, puis les autres pays avaient suivi, sauf quelques exceptions. Là, on se rend compte que juste une dose, il y a eu des projets de recherche avec des personnes, des mourants, des gens qui souffrent de cancer en phase terminale, par exemple, à Johns Hopkins, on a obtenu la permission de leur administrer une dose de psilocybine. Ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau des champignons, mais ça s'apparente au LSD beaucoup. Une seule dose va amener de la neuroplasticité, non seulement au niveau du fonctionnement du cerveau dans son ensemble, mais au niveau de la structure aussi, permet de nouveaux neurones, nouvelles connexions synaptiques. Puis ça amène un bien-être, puis une acceptation, un lâcher-prise par rapport à la mort énorme. Et c'est une seule dose, a encore des effets neuroplastiques au bout de quelques années. OK. Ça, alors, je ne raconterai pas mes expériences de jeunesse, mais je mettrais quand même un bémol là-dessus parce que le fait que ça, c'est devenu aussi très tendance, fait en sorte qu'il y a des gens qui font toutes sortes d'expériences en dehors du cadre thérapeutique et les conséquences qui viennent avec. Alors, c'est très important de ne pas faire la promotion de tout ça si vous n'êtes pas dans un cadre thérapeutique avec quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. Oui. Bien, les recherches dont je parle, ça a été fait dans un cadre contrôlé. Puis, c'est de plus en plus accepté. Il y a des projets pilotes au Canada et dans plein d'autres pays où on va pouvoir avoir accès à certaines substances, mais avec un thérapeute qui a été formé dans ce domaine-là, dans un contexte contrôlé, comme je le disais, évidemment. Oui. Ouais, exactement, parce que là, la grosse mode de l'ayahuasca, puis du LSD, puis du microdosing et ceci et cela, mais apprendre avec un bémol, parce que si ce n'est pas fait dans un contexte bien encadré, ça peut dégénérer. Là. Oui, exactement. Puis malheureusement, il y a beaucoup d'arnaqueurs dans le domaine, de plus en plus. Ouais. Exactement. Alors, Mario, il me semble que c'est excitant. Moi, je t'écoute, là, puis je me dis, est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Arriver justement à comprendre que la conscience est non locale, elle est partout, elle guide notre existence, elle peut s'élargir, cette conscience-là, pour nous amener à d'autres niveaux de maîtrise. On va-tu voir ça de notre vivant, en science? Ben, je n'aurais pas cru il y a 10, 15 ans, 20 ans que mais là, à la vitesse où les choses vont, avec tous les systèmes de communication, l'Internet, les vidéos, possiblement que oui. En tout cas, on va déjà être rendu assez loin. Puis, moi, je passais pour un illuminé il y a 20, 25 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, je passe pour un visionnaire à beaucoup d'endroits sur la planète. La perception a changé. Finalement, il y a bien du monde, puis même des adversaires au niveau idéologique qui maintenant m'envoient des emails, mais en privé, me disant finalement. C'était pas si fou ça? Vous aviez raison, puis on comprend là, où ça nous mène, puis tout ça. Ouais. Puis des gens haut placés là, qui ont occupé des postes là, dans la santé mentale, au gouvernement, etc. Je ne dirais pas leur nom, mais oui. Fait qu'on voit que. Puis quand je me promène, là, j'ai recommencé à me promener. J'étais en Suisse il y a 5 semaines. Puis
monsieur, madame, tout le monde, là, évidemment, eux, ils sont déjà en avant du milieu académique parce que le milieu académique est toujours plus conservateur puis traîne toujours un peu de la patte. Donc, les gens ordinaires, en guillemets, ils comprennent beaucoup ça et ils sont déjà dans un nouveau paradigme, en fait. Oui, puis une quête d'absolu beaucoup plus grande que celle de finalement métro, boulot, dodo, consommer, plus grosse TV, plus grosse voiture. Finalement, ça nous mène nulle part. Alors, on cherche autre chose présentement. Parle-moi donc de l'approche que tu as développée aussi et que tu commences à enseigner. Oui, bien, ça s'appelle holosynthèse. Au fond, holosynthèse, bien, c'est holos, bien, c'est le tout ça. La synthèse, bien, c'est la synthèse des différents aspects du moi. Donc, c'est une approche psychospirituelle au fond, qui est basée sur tous les travaux de recherche que j'ai faits dans le domaine de la conscience, de spiritualité en neurosciences. Maintenant, ça fait des décennies, là, ça commence à faire du temps, pas mal. Et j'ai tout mis ça ensemble parce que j'ai fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe durant des états spirituels, des expériences mystiques, entre guillemets, des expériences de mort aussi, cliniques et tout ça. Puis, au fond, holosynthèse, parce que ça vise, c'est que chez l'être humain, il y a un petit moi qu'on appelle dans plein de traditions d'école l'ego. Et il y a un plus grand moi, on peut l'appeler de différentes façons. Il y en a qui parlent d'un moi supérieur. Carl Jung parlait du soi avec un S majuscule. Les Américains parlent d'un higher self. Et donc, un grand moi, un plus grand moi. Alors, holosynthèse, ce que ça fait, ça vise à faire connecter le petit moi avec le grand moi, puis à fusionner d'une certaine façon ces deux aspects-là pour qu'on obtienne un nouveau produit sur le plan de l'évolution de la conscience, au fond. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai créé des petits scripts, mais j'utilise aussi beaucoup de sons, de fréquences différentes pour amener des états élargis de conscience. Et dans ces états-là, c'est beaucoup plus facile de connecter avec ce niveau-là. Et les gens, là, il y a plein d'exercices. Il y a de la théorie aussi. Il y a une partie théorique. Et lors de l'aspect expérientiel, les exercices, on peut les faire connecter en lien avec tous les différents aspects de la vie. La santé, par exemple, parce qu'on a des problématiques. On en a tous là, à différents niveaux. Ça peut être au niveau de nos croyances, nous aider à identifier puis à dépasser les croyances. Oui, nos croyances qui sont limitantes, au fond, pas celles qui sont émancipantes, à nous connecter avec notre... Donc, finalement, ça vise le retour du petit moi au grand moi, si on veut. Et c'est vu dans une perspective évolutive. Donc, j'ai fait un groupe au Québec. On a terminé il y avait une partie, la partie théorique, on l'a fait en ligne, mais il y a la partie pratique qui a duré quelques jours. On a fait ça à l'ancienne Norette, là, près de Québec. Je suis allé en Suisse aussi, puis j'ai comme introduit des gens. Il y avait beaucoup de psychologues, de psychothérapeutes. Je vois qu'il y a de plus en plus de psychologues, mais même des gens en médecine, même dans le domaine de la pharmacie, mais avec une vision holistique. Oui, et on en voit de plus en plus. Moi aussi, dans mes ateliers que je donne seule ou avec Pierre, il y a de plus en plus de gens de la santé, des psychologues, des médecins qui s'ouvrent à tout ça parce que justement, ils cherchent des solutions plus larges que simplement la prescription de médicaments. Écoute, il y a un commentaire ici, Ivanoé qui dit « Nous sommes une civilisation qui est à l'étape d'un enfant qui a besoin d'un tuteur. » Et le tuteur, ben, c'est son mental formé et programmé par les dominants religieux, entre autres. Et les humains sont présentement sur un passage du mental vers la conscience. Alors, je vais continuer ici parce que je le vois ici. De l'inconscient à la conscience. Alors, c'est comme passer de l'enfant immature à l'enfant mature. Merci de votre opinion. Effectivement, j'endosse peut-être pas toute cette façon de le dire, mais effectivement, on est dans on monte un étage, là. On n'est vraiment pas en train de, je dirais, on est en train de passer la maternelle à la première année. On commencera pas à parler d'université tout de suite, on est loin de là, mais on passe de la maternelle à la première année, puis tranquillement, pas vite, notre conscience s'élargit. Il y a encore beaucoup d'étapes avant d'arriver à la paix sur Terre, entre autres. Oh mon Dieu, oui. Et oui, et à l'amour inconditionnel, là. On le voit en ouvrant notre télé. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne l'ouvre pas pour ça. Ça fait une trentaine d'années que je me suis éloigné de ça, parce que j'avais compris que c'était
je comprends que c'est important d'être informé sur ce qui se passe dans le monde, mais d'un autre côté, trop en consommer de ça, ça devient toxique. Tu es au courant qu'il y a un conflit quand même oui, entre oui. Israël et la Palestine, d'accord. Oui, oui. Mais il y a d'autres façons de régler ça. Par la violence, ça dure depuis très, très longtemps. On est tout à fait d'accord, toi et moi, que ça ne passera pas par la violence, ça va passer par la conscience. Non. Et c'est pour ça qu'il reste du chemin à faire. Mario, c'est passionnant, on pourrait parler pendant des heures. D'ailleurs, toi et moi, on le fait souvent en privé, on échange. Moi, j'ai rencontré Mario, je me souviens très bien quand tu avais sorti Du cerveau à Dieu, puis qu'il y avait un film qui avait été fait. J'étais fascinée. Je t'avais interviewé pour la revue La Semaine. Tu es dans un de mes livres, d'ailleurs. Merci de continuer à y croire, à faire ces travaux de recherche. Effectivement, welcome, bienvenue dans ma gang. Là, moi aussi, je passais pour une extraterrestre il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça commence à être mainstream. On commence à comprendre qu'on est plus grand qu'on pense. Hein? Oui, oui. Oui, beaucoup plus, effectivement. Alors, merci infiniment de toutes ces recherches que tu fais. Je rappelle aux gens que si vous voulez participer à l'atelier du 2 décembre, et si vous écoutez ça après le 2 décembre, mais il y en aura probablement d'autres, vous allez sur mariobeauregard.com, hein, docteurmariobeauregard.com. Docteurmariobeauregard.com. Pardon? C'est docteurmariobeauregard.com. Docteurmariobeauregard.com, vous faites Mario Beauregard Google, vous allez tomber dessus directement. Ouais. Et je vous rappelle le titre du livre ici, Le néant, les ténèbres et la lumière. Tiens, d'ailleurs, on peut le mettre juste à côté de toi. Voici. Et je termine là-dessus. Merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Et pour les autres, eh bien, à la prochaine, au prochain visionnaire. Ciao, merci. Et merci de partager aussi cette entrevue. Parce que plus vous partagez, plus le message passe, puis n'oubliez pas que pour nous autres, en plus, ben pour moi aussi, là, c'est du bénévolat parce que je tiens à ce que la conscience se répande. Merci.